Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chronique politique du Rwanda, 2005 à 2007. Par Philippe Rentiens. Abstract. This year's Chronicle pay particular attention to a feature of regime behaviors that has barely been analyzed so far. The belief in social, economic and political engineering is immense and there is a strong urge to legislate modernity into existence, in order to create a new Rwanda and a new Rwandan. This can be seen both in the countryside and in Kigali. Adding to the brutality of the relation between rulers and ruled, a number of invasive measures imposed on peasant farmers are profoundly altering the local social and economic order. Likewise, the modernization of Kigali, the international showcase of Rwanda and the only place seen by most international players, is conducted at the expense of the poor and vulnerable. The price paid by the vast majority of Rwandans for this engineering of modernity is immense. The totalitarian features of the regime have been consolidated and the RPF hold on the country and its citizens is complete. This will allow the ruling party to fully control the parliamentary elections slated for 2008. Structural violence is widespread and is on the increase, in part a result of the extension nationwide of the Gakaka proceedings. In the countryside in particular, Rwanda now risks extended form of decentralist violence, which it may prove difficult to control. While this chronicle focuses on the harsh limitations imposed on the press, human rights have also been violated in many other areas, such as those of human rights defenders, certain religious groups, street children, and both genocide survivors and suspects. The regime reacts with arrogance and blunt denial to accusations of widespread abuse. Despite its appearance of normality, Rwanda remains a potential factor of regional destabilization. It maintains a residual presence in the DRC, through its covert support for renegade General Nkunda, and thus sabotage efforts at state reconstruction there. Seen by its neighbors as a threat, Rwanda risks increased isolation. 1. Introduction. Contrairement aux habitudes, cette chronique politique ne concerne que le Rwanda. La raison est essentiellement une question de temps. Pendant la période de la rédaction, j'ai été très pris par de multiples tâches de gestion imposées par la présidence de mon institut. Cela dit, le Burundi et la République démocratique du Congo ont mené leur transition en 2005 et 2006 respectivement, et ces pays ont reçu par conséquent une certaine attention. Il est dès lors utile de revisiter le Rwanda, d'autant plus que, à part ses démêlés avec la France, on en parle relativement peu et qu'un air de normalité semble y régner, du moins pour le visiteur pressé qui ne voit guère que la vitrine Kigali. 2. Gouvernance. Depuis ma dernière chronique, qui portait sur la période 2003 à 2005, aucune évolution particulière ne s'est produite, si ce n'est la confirmation de la tendance lourde rappelée l'année passée dans cet annuaire. Au fur et à mesure que progresse la transition, les espaces de liberté se ferment au niveau tant du champ politique que de la société civile et au lieu d'évoluer vers la démocratie, le Rwanda voit se consolider un régime autoritaire voire totalitaire. Le régime a toujours été fort volontariste, et sa foi dans l'ingénierie sociale s'est affirmée avec force ces dernières années. Cela va de l'interdiction des sacs en plastique, excellente mesure du point de vue environnemental, ou la consécration en masse de mariages selon le droit étatique, à la mise en œuvre d'une ambitieuse politique de modernisation effrénée. Les enfants ne sont plus admis à l'école s'ils ne portent pas de chaussures ou d'uniforme, l'accès à l'hôpital ou au centre de santé est interdit aux va-nu-pieds. Dans la province de l'Est, les autorités décrètent que toutes les cultures doivent être plantées en rangée et qu'aucune autre espèce, telle le haricot, n'est tolérée dans les bananeraies. Puisque les instructions ne sont pas correctement suivies, à l'automne 2006 les responsables locaux se mettent à extirper les cultures qui ne sont pas plantées en rangée et les haricots qui poussent traditionnellement parmi les bananiers. Quelques paysans sont même enfermés au district. Quelques mois plus tard, le gouverneur publie une directive interdisant la culture de la patate douce. Le ministère de l'Agriculture le rappelle à l'ordre, et le gouverneur affirme que sa directive était une blague. En septembre 2006, le maire de Muhanga, Gitarama,
ordonne à la population de couper toutes les bananeraies et de les remplacer par des cultures de rente, fleurs ou ananas. Une émission de la BBC consacrée à cette affaire fait reculer les autorités, et les bananiers de Muanga ne sont finalement pas coupés. Néanmoins, l'incident montre à quel point la tentation de la modernisation imposée est présente et le peu de cas que le pouvoir fait du sort des paysans, pour qui la banane est une source de survie matérielle et sociale. En même temps, les gens des collines se voient imposer des obligations de plus en plus lourdes et coûteuses. Construction de toilettes, de fosses à compost et de tables pour le séchage de la vaisselle, utilisation de moustiquaires imprégnés, port de vêtements propres après le travail des champs, adhésion à des mutuelles de santé, tout cela assorti d'amendes en cas de non-respect. Tout Rwandais d'au moins 16 ans doit même acheter des cartes de participation aux travaux communautaires Umuganda et au Gakaka. Ainsi, les gens paient 100 francs pour s'acquitter d'obligations qui les éloignent de leur champ, et celui qui ne possède pas la carte se voit infliger une amende et n'a pas accès aux services municipaux. La carte de la mutuelle de santé est tout aussi contraignante. Ceux qui ne sont pas capables de l'exhiber se voient refuser l'accès au marché. Toutes ces contraintes s'accompagnent de multiples tracasseries bureaucratiques, devenues encore plus pesantes depuis la réforme administrative. Il faut ainsi une autorisation de recherche de pièces administratives, qui doit être signée par plusieurs responsables locaux, avant de pouvoir demander une carte d'identité ou les multiples attestations devenues indispensables. Tout cela se paie évidemment. Même celui qui cherche une attestation d'indigent est sommé de payer au préalable certaines taxes. Les conséquences de cette ingénierie ont été bien résumées par André Guichawa. Le nouvel ordre agronomique imposé sans concertation avec des producteurs ou par la contrainte a jusqu'ici pour principal résultat le maintien dans une misère généralisée, des situations de disette régionale chronique et la production accélérée de paysans sans terre radicalement paupérisés. Ainsi, à la brutalité des rapports sociaux se superposent désormais des décisions technocratiques et ou sécuritaires qui bouleversent les dernières attaches à l'ordre paysan. Constat tout de même dramatique au sujet d'un pays pourtant fort appuyé dans sa politique de réduction de la pauvreté, par les bureaucrates bi- et multilatéraux, voir également l'article de Aung Soms ailleurs dans cet annuaire. La précarisation de la vaste majorité des Rwandais est encore exacerbée par la nouvelle politique en matière foncière. Malgré son importance, je n'y reviens pas ici et je renvoie à ce que Alison Desforges en a dit dans l'annuaire précédent, voir également l'article d'Aung Soms et Nathalie Holvoot dans cet annuaire. Les citadins, et surtout les pauvres des villes, ne sont pas épargnés par un pouvoir envahissant. Certaines municipalités interdisent aux femmes d'entrer dans les bars après 17 heures. En novembre 2006, la police décide que les bars doivent fermer à 22 heures. La ville de Kigali, vitrine du régime, fait sa toilette. Ainsi, au moment des sommets qui s'y tiennent régulièrement, les enfants des rues, les mendiants et autres personnes mal habillées sont arrêtés et enfermés dans la prison de Gikondo. Il est vrai que le Rwanda n'est pas le seul pays à faire le ménage à l'occasion de grandes messes, mais la propreté qui frappe les visiteurs se fait notamment au détriment des petits vendeurs ambulants, de ceux et de celles gagnant leur vie au marché central, rasés pour céder la place à un centre commercial moderne et des taximoteurs. Pire, des milliers d'habitants de quartiers pauvres sont expulsés de leurs maisons, rasés pour céder la place à des projets de construction résidentielle. Ils sont relogés loin de la ville dans des quartiers sans électricité, eau potable ou école, et ils ont du mal à faire face aux frais de transport vers le centre. Le même sort frappe des centaines de familles qui doivent céder la place à une zone franche ou encore à un parc d'attractions de 100 hectares dont la construction est annoncée en avril 2007. Un mois plus tard, des plans très ambitieux pour la construction d'un nouveau Kigali sont annoncés, aux conséquences que l'on peut deviner pour les moins nantis. La mise en application de la nouvelle loi foncière vient compliquer les choses encore davantage et les litiges fonciers font rage à Kigali, à tel point que 90% des plaintes reçues par l'Ombudsman ont trait à la terre. En juillet 2006, le ministre des Infrastructures annonce que, désormais, l'utilisation de briques en boue séchée sera interdite dans la construction à Kigali. Le ministère construira des maisons à bas prix pour ceux qui sont incapables d'acquérir une maison moderne. À bas prix, est précisé comme un montant n'excédant pas 1 million de francs, une fortune dont les habitants des quartiers populaires ne peuvent que rêver.
Ayant consolidé son emprise sur le pays, le régime se montre de plus en plus arrogant envers les environnements tant internes qu'externes. Faisant preuve d'une grande nervosité, le président Kagame s'en prend régulièrement à l'Occident. Il se plaint notamment des pressions qu'il subit pour ouvrir l'espace politique. C'est quoi l'espace politique ? Quelle est la norme et qui la détermine ? Demande-t-il en écho à Robert Mugabe, exigeant que les bailleurs laissent les pays en développement décider de leur propre sort. Cette attitude n'est toutefois pas constante. Faisant preuve de plus d'opportunisme, il reproche à ses ministres d'être arrogants envers les bailleurs, au lieu d'exprimer la sorte d'humilité nécessaire pour convaincre les partenaires que le Rwanda a un fort besoin de leur argent. Je me fais humble, et avant qu'ils se rendent compte que vous n'êtes pas un idiot, vous avez déjà ce que vous vouliez obtenir d'eux. 21. Dans un discours largement commenté qu'il prononce le 7 avril 2007 à l'occasion de la commémoration du génocide, Kagame s'en prend aux confessions religieuses, aux associations locales et à la communauté internationale, qui doit passer à l'aveu et plaider coupable. Certains de ses membres, et donc pas la seule France, la bête noire habituelle, ont joué un rôle important dans le génocide au même titre que des Rwandais. Il regrette d'ailleurs ne pas avoir eu le temps de s'occuper de ces gens qui nous ont échappé. Cette référence aux réfugiés et déplacés est particulièrement choquante puisque le discours est prononcé à Murambi, non loin de l'endroit où l'APR a tué des milliers de civils déplacés en 1995. Lorsque le Rwanda recule d'une quarantaine de places dans le classement 2006 de Transparency International, qui mesure le degré de corruption, Kagame affirme que cette ONG est, en ce qui nous concerne, sous l'influence de milieux qui nous sont hostiles, et que Transparency s'est ridiculisé et discrédité dans cette histoire. 22. De même, lorsque le rapport du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, mieux connu sous l'acronyme anglais APRM, tout en félicitant le Rwanda sur un certain nombre de points, promotion des femmes, décentralisation, gouvernance économique, formule des réserves sur la gouvernance politique, gestion du foncier, pluralisme politique, indépendance du système judiciaire, procédure GACACA 23, Kagame s'emporte. Ces gens qui ont fait ce rapport sont des experts qui ont étudié dans les meilleures universités du monde. Nous leur avons donné accès à toute l'information qu'ils voulaient, mais j'étais très surpris lorsqu'ils ont sorti des accusations qu'il n'y a pas d'espace politique au Rwanda, ajoutant que probablement ils ne comprennent pas le sens du terme espace politique. S'ils le savaient, le Rwanda serait un exemple. 24. La mentalité totalitaire est pourtant venue se confirmer d'une façon anecdotique, mais très marquée. Lorsqu'en mai 2006, le Programme alimentaire mondial PAM estime que près de 300 000 Rwandais ont besoin d'aide humanitaire urgente à cause de la famine qui les frappe, le gouvernement réagit avec virulence, dénonçant l'évaluation du PAM comme une fabrication opportuniste et destinée à servir son propre intérêt. Ils sont à la recherche de besoins, afin de pouvoir rester opérationnels dans le pays. Quelques jours plus tard, la marche mondiale contre la faim organisée chaque année par le PAM dans le monde entier est annulée à Kigali, pour des raisons non encore élucidées. Le déni d'urgence humanitaire est un trait typique de dictatures plus intéressées par leur image internationale que par la survie de leur population. D'ailleurs, lorsque ces 2 dernières années, des milliers de Rwandais ont fui au Burundi, c'est certainement dû en partie à leur crainte face aux procédures GACACA, confère infra, mais également au fait qu'au Burundi la famine a été reconnue et que l'aide d'urgence a pu y être déployée. Les élections locales de février-mars 2006 sont venues confirmer le caractère essentiellement cosmétique du scrutin au Rwanda. Seule organisation indépendante ayant trouvé utile d'observer ces élections, la LDGL, après avoir énuméré un grand nombre d'irrégularités et de pressions tant sur les candidats que sur les électeurs, constate que les résultats des élections étaient connus d'avance sur tous les sites observés, et qu'il n'y a pas eu de choix libre des candidats par les électeurs. Des recherches dans 10 secteurs ruraux montrent que c'est également la perception des gens, qui se rendent compte que les cadres Tutsis du FPR ont consolidé leur emprise et que les élections ont été orchestrées par la famille FPR. Certains Hutus interrogés réagissent avec fatalisme à ce qu'ils voient comme la disparition des acquis de la Révolution. Bashaka Kutujira Ibikoresho. Ils veulent nous exploiter comme des outils. Une référence à la période dite féodale d'avant 1959.
Même si ce type d'attitude résignée cache évidemment un grand potentiel de violence, la façon dont le FPR a fini par établir un contrôle total du niveau local lui permet d'envisager avec sérénité l'échéance de 2008, lorsqu'auront lieu les élections législatives. Il sera alors parfaitement futile d'envoyer des observateurs. Le pays et sa population sont totalement quadrillés par un pouvoir totalitaire, dont la base n'est pas politique mais sécurito-militaire, et qui est dominé par des Tutsis ougandais. La notion de contrôle total doit évidemment être relativisée, puisque même si le projet existe, il n'est jamais entièrement réalisé. Des espaces de contestation, certains clandestins, d'autres plus visibles demeurent, confèrent également un frein au sujet de la presse. Des contradictions existent même au sein du FPR, moins monolithiques que l'on pense souvent. Elles sont attestées notamment par des éloignements et des mises sur voie de garage réguliers, des départs en exil, des rumeurs récurrentes de coups d'État systématiquement niés par le sommet de l'armée, voire par le besoin d'assurer qu'il n'existe pas de clique au sein du FPR. Je reviendrai plus loin sur l'échec des juridictions Gakaka, mais il faut dire ici que cet échec contribue à une évolution et une perspective plus fondamentale et dramatique. Alors que les bases d'une nouvelle explosion de violence sont jetées depuis longtemps, cette violence pourrait devenir non pas guidée d'en haut comme par le passé, mais très décentralisée et dès lors difficile à maîtriser, faisant de nombreuses victimes, des Hutus entre les mains de la police, de l'armée, des Local Defense Force et des civils Tutsis, des Tutsis livrés à la vindicte de leurs voisins Hutus. Ce n'est là évidemment pas la volonté du régime, mais bien la conséquence de sa politique. 3. Justice. Entamée publiquement en 2006, la discussion sur la peine de mort aboutit provisoirement avec un vote à la Chambre des députés l'abolissant en juin 2007. Les dernières exécutions ont eu lieu en 1998, mais plus de 600 prisonniers restent condamnés à la peine capitale. Ce n'est pas tant une tendance abolitionniste qui a conduit à l'élimination de la peine de mort, que l'ardent désir du gouvernement rwandais de faire juger au Rwanda des personnes détenues à Arusha ou recherchées par le FPR, voire un FRA, même si le porte-parole du FPR prétend que cette décision n'a rien à voir avec les négociations en cours avec le TPIR. Pourtant, c'est justement l'existence de la peine de mort qui par le passé avait été un des obstacles à des transferts vers le Rwanda. Déjà bien avant le démarrage des juridictions Gakaka, la justice ordinaire s'est désintéressée du contentieux du génocide. Les autres faits judiciaires méritant d'être signalés sont dès lors plutôt rares. En septembre 2005, le père Guy Tenis, jusqu'en 1994 missionnaire au Rwanda et engagé dans la presse et la promotion des droits de la personne, est arrêté à Kigali à l'occasion d'un transit entre le Congo et la Belgique. Alors qu'il est officiellement accusé d'incitation au génocide, en réalité il n'y a pas de dossier, et l'affaire semble relever d'un règlement de compte avec Tenis lui-même, son ordre, les Pères Blancs, voire même l'Église catholique. Des accusations grotesques sont lancées lors d'une procédure de Gakaka organisée à la hâte, et Tenis est classé dans la catégorie I des génocidaires. Après des pressions discrètes mais musclées de la part de la Belgique, appuyée par les États-Unis, le Rwanda accepte que Tenis soit transféré à Bruxelles pour y être jugé. Il est interrogé par la police fédérale et un dossier est ouvert, mais au moment d'écrire ces lignes, presque 2 ans après son arrestation, aucune suite n'est connue. On peut supposer que ce dossier vide a été ou sera classé sans suite, et que tant le Rwanda que la Belgique souhaitent qu'il soit oublié. En revanche, la procédure menée contre l'ancien président Bizimungu et 7 co-détenus arrive à son terme. C'est en février 2006 que la Cour suprême statue sur l'appel introduit contre les condamnations à 15 ans de prison pour Bizimungu, 10 ans pour l'ancien ministre Ntaker-Tinka et 5 ans pour 6 autres. Alors que le jugement en première instance était des plus faibles, un seul témoignage à charge venant d'une personne elle-même impliquée, manipulation et intimidation d'autres témoins, la Cour suprême n'a pu saisir l'occasion de montrer la compétence judiciaire et l'indépendance de la plus haute cour du pays. Elle confirme les condamnations et les peines de Bizimungu et Ntaker-Tinka, tandis que leurs 6 co-accusés sont acquittés. Le 6 avril 2007, le président Kagame accorde la grâce à Bizimungu, mais non pas pour des raisons qui ne sont pas expliquées à Ntaker-Tinka.
Cette faveur présidentielle est interprétée comme politique, destinée surtout à charmer les bailleurs de fonds occidentaux. Si l'affaire Bizimungu a été la plus visible, la menace des poursuites est une épée de Damoclès qui plane en réalité constamment au-dessus des élites hutus. En novembre 2006, le général Laurent Munyakazi est condamné à la prison à vie par un tribunal militaire. Le lieutenant-colonel Cyriaque Abiarabatouma, dont pourtant l'opposition courageuse au génocide est largement reconnue, est détenu depuis 2004. En juillet 2005, l'archevêque de Kigali, Monseigneur Tade Ntinyoroa, doit s'expliquer devant une juridiction Gakaka dans la région de Cyangugu dont il était l'évêque en 1994. La presse proche du FPR cite régulièrement les noms d'hommes politiques hutus, y compris du FPR, qui seraient suspects et devraient être traduits en justice. Ces menaces constantes les rendent fragiles et leur imposent une loyauté totale au FPR. Le signal est clair, s'ils ne sont plus utiles au régime, la prison les attend. Après une longue phase pilote, les procès devant les juridictions Gakaka se généralisent sur l'ensemble du pays en juillet 2006. D'après des chiffres fournis par le Service national des juridictions Gakaka, SNJG, fin mars 2007 environ 76 000 personnes avaient été jugées, c'est-à-dire moins que 10% du nombre des suspects évalués à environ 800 000. Il est peu réaliste dans ces conditions d'espérer, comme l'a fait le ministre de la Justice, que tous les procès seront terminés à la fin de 2007. Cependant, plus important que la prolongation des délais, les signes convergent pour montrer que les juridictions Gakaka ne réaliseront pas leurs objectifs, bien au contraire. Les contradictions entre une justice que le gouvernement présente comme coutumière et locale, et celle qui est en réalité étatique, mais sans les garanties d'une justice officielle, la menace physique qui pèse sur les suspects et les victimes, la perception et la réalité d'une justice des vainqueurs, l'absence de réelle participation, les contraintes et l'impossibilité de dire la vérité, la corruption, l'incompétence et les règlements de compte. Tout cela contribue à faire de cette expérience un facteur parmi des autres de production d'une grande violence structurelle. Malgré promesses et efforts, le TPIR continue de fonctionner à une allure qui reste lente. En 2005 à 2007, c'est à peine 5 procès qui ont pu être terminés, débouchant sur 3 condamnations et 2 acquittements. Depuis le début de ces travaux, 27 jugements ont été rendus, portant sur 33 accusés dont 5 ont été acquittés. 27 détenus sont actuellement en procès, alors que 9 détenus attendent le début du leur. Seuls 6 condamnés purgent effectivement leur peine, tous au Mali, tandis que 14 autres sont en attente de leur transfert. Un condamné a été libéré après qu'il ait purgé sa peine et 2 sont décédés. La stratégie de fin de mandat prévoit que les procès en première instance doivent être terminés fin 2008, ce qui paraît illusoire à la lumière du nombre de procès qui doivent encore démarrer, de ceux qui sont en cours et de la durée moyenne des procédures. Ce problème serait encore exacerbé si le procureur lançait des actes d'accusation à charge d'éléments du FPR, voire infra 41. C'est pour cette raison que le procureur tente de procéder au renvoi de certains suspects et accusés devant des juridictions nationales, y compris celle du Rwanda. En 2005 déjà, il avait remis une trentaine de dossiers au Rwanda, mais il s'agissait là de suspects qui n'avaient été ni inculpés ni arrêtés. Le geste était dès lors essentiellement symbolique, puisque ces dossiers n'auraient de toute façon pas abouti à des mises en accusation. En revanche, en juin 2007, le procureur dépose une première requête visant à faire transférer devant la justice rwandaise un premier accusé, Fulgence Kayishema, qui est en fuite 42. Il annonce en outre qu'il envisage de demander le transfert au Rwanda de 16 autres accusés, dont 5 seraient détenus à Arusha 43. En octobre 2006, 3 pays européens, la France, la Belgique et les Pays-Bas, acceptent de juger des suspects. Le cas d'Efrem Nkizabra n'entre pas strictement parlant dans cette catégorie. Soumis à une enquête du bureau du procureur, il accepte de coopérer avec celui-ci et, en échange, sera jugé en Belgique où il est détenu en vue de son procès devant la cour d'assises qui devrait avoir lieu au début de 2008. Après que le transfert de Michel Bagaraza vers la Norvège a été refusé par le tribunal, parce que le code pénal de ce pays ne réprime pas le génocide, cet accusé est renvoyé devant la justice néerlandaise en avril 2007. Également en 2007,
Le procureur demande le transfert à la justice française de 2 inculpés dont, pour des raisons qu'on ignore, l'acte d'accusation est sous scellé depuis 2005. Le prêtre Venceslas Muñechiaca et l'ancien préfet de Gikongoro, Laurent Bussiaï Baruta, vivent en France où ils font l'objet d'une mise en examen depuis une dizaine d'années. Par ailleurs, en novembre 2006, Muñechiaca a été condamné par contumace à la prison à vie par un tribunal militaire rwandais. On comprend les protestations de Kigali. Le transfert de dossiers, dont l'examen dans le cadre d'une procédure nationale n'a rien donné, à cette même justice paraît en effet assez étonnant. Dans l'entretemps, le TPIR continue de pratiquer une justice des vainqueurs 44. Après que son prédécesseur Carla Del Ponte a été remplacé, au moins en partie suite aux intenses pressions exercées par le régime de Kigali, qui redoutait qu'elle ne mette en accusation certains de ses officiers, le procureur Jallow est bien plus prudent. Dès son entrée en fonction, en septembre 2003, il ne cesse de répéter qu'il évalue les preuves réunies sur les crimes commis par le FPR et qu'il prendra une décision d'engager ou non des poursuites, en temps opportun. 2 ans après sa nomination, il explique qu'il est toujours en train d'étudier ces preuves avant d'aller plus loin. Fin 2006, Amnesty International déplore l'échec du TPIR à juger les crimes commis par toutes les parties. Début 2007, les avocats d'un des prévenus du TPIR, Alois Ntabakuz, demandent de suspendre les procédures aussi longtemps que le procureur n'aurait pas engagé des poursuites relativement aux crimes commis par le FPR. Le procureur réagit en annonçant que, vers le milieu de l'année, il sera en position de décider quel type d'action entreprendre. Au moment d'écrire ces lignes, fin juin 2007, c'est-à-dire au milieu de l'année, aucune suite n'est officiellement annoncée, alors que le tribunal doit en principe fermer ses portes dans 1 an et demi, sauf si l'inculpation d'éléments du FPR justifiait une prolongation du mandat. La justice d'un nombre croissant de pays tiers est rattrapée par le génocide, et ce en dehors de transferts éventuels venus du TPIR, voire supra. D'une part, des procédures sont en cours contre des responsables du FPR en France et en Espagne. L'ordonnance de soi communiquée lancée le 17 novembre 2006 par le juge d'instruction parisien Jean-Louis Bruguière afin de faire décerner des mandats d'arrêt internationaux contre 9 officiers de l'APR, a engendré une forte polémique et la rupture par le Rwanda des relations diplomatiques avec la France. À ce sujet, voir l'article de Claudine Vidal ailleurs dans cet annuaire. Une plainte déposée en février 2005 devant l'Audiencia nationale à Madrid pour crimes de guerre et assassinat de ressortissants espagnols, met en cause 69 officiers et autres cadres du FPR, dont certains sont également visés par la procédure française. Alors que l'instruction parisienne fait beaucoup de vagues et qu'elle est présentée comme purement politique par le régime rwandais, celle menée en Espagne est plus discrète, mais elle mènera probablement à des inculpations qu'il sera bien plus difficile d'écarter comme politiquement inspirées, vu l'absence totale de l'Espagne dans le conflit rwandais. En revanche, en juin 2005, la Cour de cassation belge décide que la justice de ce pays n'est pas compétente pour juger des plaintes déposées contre le président Kagame en vertu de la loi de compétence universelle. En effet, depuis la révision de cette loi en 2003, un critère de rattachement du plaignant avec la Belgique est imposé et la Cour estime que cette condition procédurale n'est pas remplie en l'espèce. Mais il suffirait donc qu'un Belge ou un réfugié reconnu dépose plainte pour que celle-ci soit recevable. D'autre part, des pays tiers se sont progressivement vus confrontés à la nécessité de poursuivre des suspects du génocide se trouvant sur leur territoire. Le régime rwandais fait d'ailleurs tout pour maintenir la pression, notamment en publiant régulièrement des listes de suspects se trouvant à l'étranger. Ainsi, une liste de 93 noms avec indication parfois erronée, de leur pays de résidence en Afrique, en Europe et en Amérique est lancée en mai 2006, probablement, du moins en partie, comme contre-feu aux accusations formulées contre des responsables du FPR, notamment dans le livre de Ruzibiza publié fin 2005. En 1999 déjà, l'ancien ministre de la Justice Faustin Nteziryayo estimait que la confection de ces listes a plus servi à un agenda politique qu'à l'avancement des poursuites en permettant d'identifier les vrais responsables du drame rwandais. En application de sa loi de compétence universelle, la Belgique mène 2 procès d'assises pendant la période dont il s'agit. L'un concerne 2 commerçants de Kibungo,
condamné fin juin 2005 à des peines relativement légères de 10 et 12 ans de prison. 2 ans plus tard, l'affaire prend également une connotation belge, puisque l'inculpé, le major Bernard Ntiouyaaga, est poursuivi notamment pour son rôle dans le meurtre de 10 casques bleus belges le 7 avril 1994. À l'issue d'un procès d'une fort mauvaise qualité, où les avocats tant de la défense que des parties civiles s'engagent dans une nébuleuse politique et à l'issue duquel pratiquement rien n'émerge qui ne soit connu depuis plus de 10 ans, Ntiouyaaga est reconnu coupable de l'assassinat des militaires belges et de multiples homicides commis à Kigali. Il est acquitté de l'assassinat du Premier ministre Agathe Uwailingi-Imana et d'assassinats commis à Butare. Le 5 juillet 2007, il est condamné à 20 ans de réclusion. Au Canada, c'est la fin provisoire de la longue et coûteuse saga de Léon Moudjezra. Après qu'en 2004, la Cour d'appel fédérale, par un arrêt choquant sous plusieurs angles, a annulé la mesure d'expulsion prise contre Moudjezra, le 28 juin 2005 la Cour suprême accueille le pourvoi formulé par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et rétablit la mesure. Alors qu'au niveau judiciaire, cette décision est finale, au niveau administratif elle ne signifie pas forcément que Moudjezra sera renvoyé au Rwanda. En juillet 2005, le ministre canadien de la Justice affirme qu'il n'entend pas extrader Moudjezra à moins d'avoir l'assurance qu'il ne sera pas exécuté s'il est reconnu coupable. Il indique par ailleurs que Moudjezra, qui vit au Canada depuis 1993, pourrait invoquer des raisons humanitaires pour rester au pays. 2 ans plus tard, Moudjezra est toujours au Canada et l'on n'entend plus parler de cette affaire. Au Canada encore, un premier suspect du génocide est déféré devant la justice pénale en 2006. Arrêté en octobre 2005 après que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ait refusé sa demande d'asile, Désiré Munyaneza est le premier à être poursuivi en vertu de la loi canadienne sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. En France, les activités judiciaires fusent de tous bords. D'une part, les accusations formulées dans certains milieux contre la France se traduisent en termes judiciaires lorsque 6 rescapés du génocide déposent plainte contre X pour complicité de génocide et ou complicité de crimes contre l'humanité, en février 2005 devant le tribunal aux armées de Paris, TAP. Contestées par le parquet, ces plaintes sont déclarées recevables par la Cour d'appel et l'affaire est en instruction. C'est également le cas d'un certain nombre d'autres mises en examen, mais confère l'affaire Munyeshiaka, Supra, on observe peu ou pas de progrès. À cette liste s'ajoute depuis peu le cas de Isaac Kamali, Français d'origine rwandaise arrêté en juin 2007 aux États-Unis, d'où il est expulsé vers la France. Signalé par Interpol, il est arrêté à son arrivée à Paris. Immédiatement après que le 4 janvier 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA a rejeté la demande d'asile en France d'Agathe Kanziga, la veuve du président Habyarimana, le gouvernement rwandais demande son arrestation. Des plaintes sont également déposées par des parties civiles vivant en France, et une information judiciaire est ouverte en mai pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Le 15 février, la Commission de recours des réfugiés, CCR, confirme le refus d'accorder le statut de réfugié. D'autre part, on attend la suite donnée à l'instruction du juge Bruguière, confère Supra, instruction qui n'est toujours pas terminée à la mi-2007, mais qui devrait, en principe, déboucher sur la transmission du dossier au parquet à des fins de poursuite devant la Cour d'assises de Paris. Au sujet de la justice dans les pays tiers, un dernier mot doit être dit sur la façon bizarre dont se termine en queue de poisson la procédure menée aux États-Unis contre 3 Rwandais soupçonnés d'avoir tué des touristes occidentaux, dont 2 Américains, dans le parc de Bwindi, Ouganda en 1999. Les suspects auraient fait partie de l'Armée de libération du Rwanda, ALIR. Et les meurtres auraient été politiquement motivés, puisque les rebelles auraient visé des touristes anglophones à cause de l'appui fourni par les États-Unis et le Royaume-Uni au régime de Kigali. Les suspects avaient d'abord été arrêtés au Rwanda, et ensuite extradés aux États-Unis pour y être jugés. Dans un long jugement de 150 pages très fouillé, la juge Huvel constate que les confessions obtenues l'ont été après que les suspects ont été soumis à la torture et à d'autres techniques coercitives lorsqu'ils étaient détenus par les autorités rwandaises. Elle décide donc que ces confessions, qui constituent la preuve principale de la poursuite, ne peuvent être utilisées dans cette procédure.
En janvier 2007, le ministère public décide d'abandonner les poursuites, mettant ainsi fin à une procédure qui aura coûté des millions de dollars aux contribuables américains, et cela parce que l'État rwandais pratique la torture. L'aboutissement de cette affaire montre à la fois l'intégrité de la justice américaine et les pratiques violentes du système rwandais. 4. Droits de la personne. Un paradoxe remarquable fait que la puissance considérée comme le plus grand soutien politique du régime rwandais soit également celle qui s'exprime sans ambages sur la situation lamentable des droits de la personne. En effet, les rapports annuels sur les droits humains publiés par le département d'État américain sont fort critiques. Dans celui portant sur l'année 2005, il est observé que The Government Human Rights Record remet pour. Le rapport déplore les nombreux cas d'arrestation et de détention arbitraire d'individus, either after they expressed a viewpoint unacceptable to the government or because of their membership in religious organizations. De même que l'ingérence du pouvoir exécutif dans le système judiciaire et les nombreuses limitations imposées aux libertés de la presse, d'expression, de réunion et d'association. Le département d'État s'inquiète également de ce que, dans la pratique, les juridictions Gakaka ne fonctionnent pas de façon honnête et n'accomplissent pas le double objectif de la justice et de la réconciliation, confère également ce que j'en ai dit supra. Même s'il observe des améliorations, le rapport sur 2006 arrive à des constats analogues. Limitations imposées aux activités des partis politiques autres que le FPR, exécutions extrajudiciaires et pratiques de torture par les services de sécurité, arrestations et détentions arbitraires, ingérence dans la justice, violation des libertés d'expression, de la presse et d'association, intimidation de la société civile, etc. L'irritation du plus sûr allié du Rwanda s'exprime également à travers le fait que les États-Unis citent 7 pays devant être exclus du nouveau Conseil des droits de l'homme de l'ONU, parce que leur propre performance dans ce domaine les rend inaptes à juger d'autres pays. Le Rwanda fait partie de cette brève liste douteuse. Les rapports annuels d'Amnesty International et de Human Rights Watch font écho à ces constats. Ainsi, pour l'année 2006, Amnesty s'inquiète en général du contrôle étroit exercé sur la société civile, soumise à un climat de peur et de suspicion, et en particulier des intimidations dont font l'objet notamment les journalistes et les défenseurs des droits humains. Human Rights Watch réitère le constat qu'il avait déjà fait avant que la notion « idéologie génocidaire » tendent à être confondus au désaccord avec la politique gouvernementale ou à l'opposition au FPR. Comme d'habitude, le régime rejette toute critique. Dans une longue réplique, le rapport 2005 du département d'État est décrit comme « riddled with inaccuracy and inconsistencies », et en général, les constats sont niés en vrac. Ainsi, There are no political detainees in Rwanda. L'accusation que les libertés politiques sont limitées est a subjective opinion unsupported by evidence. Government considers the charges at Tutsi, particularly English-speaking Tutsi, are favored contemptible and unworthy to be dignified with a reply, etc. Le rapport de Human Rights Watch est qualifié de baseless. One does not become divisionist simply because one is opposed to the RPF but because one is against the unity of Rwanda. Et ainsi de suite. Comme par le passé, le régime rwandais est victime d'une grande conspiration engagée par une communauté internationale mal intentionnée qui n'y comprend rien. La presse, dernier espace où quelques journalistes tentent désespérément de sauvegarder une certaine indépendance, est lourdement prise à partie. Dans un document d'information de mai 2006, Amnesty International cite nommément une quarantaine de journalistes arbitrairement détenus, injustement jugés, contraints de fuir le pays, portés disparus, ou assassinés, depuis que le FPR est au pouvoir. En effet, pendant la période dont nous parlons, les attaques contre les médias indépendants ont été constantes. Ce qui suit n'est qu'une liste à la fois fastidieuse et incomplète des efforts du régime pour museler la presse. En septembre 2005, Jean-Léonard Rugambage, journaliste du bimensuel Umuko, est arrêté après avoir dénoncé la corruption de certains juges Gakaka et après que son journal a critiqué l'arrestation du père Tenis, confère Supra. Une semaine plus tard, le directeur d'Umuko Bonaventure Bizumur Mayi est interpellé, et il continue à recevoir des appels menaçants après sa libération. En octobre, Gilbert Rwamatwara, pigiste pour la Voice of America VOA et qui avait également publié dans Umuko,
averti qu'il risque la disparition, doit fuir le Rwanda. En janvier 2006, Reporters sans frontières et Amnesty International s'inquiètent des menaces pesant sur Bizumur Mayi, victime d'intimidation, de harcèlement et d'une attaque armée, après que Umuko a reproché au FPR de verrouiller le système judiciaire, de contraindre les coopératives locales à financer le FPR et d'être incapable de diriger le pays. Le 26 janvier, lors d'une conférence-débat organisée par le ministère de l'Information, 2 journalistes rwandais correspondants de la VOA et de la BBC sont violemment pris à partie. Accusés de trahison, ce ne sont pas des patriotes et d'après le porte-parole de la police, l'idéologie de ces journalistes doit être revue. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que la presse internationale est, elle aussi, visée. Le 9 mai, une quinzaine de journalistes, dont des correspondants étrangers, sont refoulés du forum du NEPAD à Kigali. Le 14 juin, la correspondante de RFI est expulsée sans explication. Début août, Reporters sans frontières dénonce une nouvelle fois le climat de plus en plus hostile, pour les journaux indépendants, après que Bizumur Mayi et son collègue Dumuseso Charles Kabonero sont le premier parti dans la clandestinité et le second menacé et calomnié. Quelques jours plus tard, c'est le tour de Jean Bosco Gazazira, directeur de l'hebdomadaire Umuvugizi, de faire l'objet de menaces téléphoniques après que son journal a critiqué la gestion du ministre de l'économie et des finances James Musoni, un des hommes forts du FPR. Gazazira est une nouvelle fois menacé en octobre par 2 ministres et un officier supérieur, après avoir dénoncé un petit cercle d'influence de gestion du pouvoir. En janvier 2007, la directrice du bimensuel Umurabio est arrêtée après la publication d'un article sur les violations de la liberté de la presse. Fin février, un professeur de l'Université catholique de Bukavu et directeur du journal Mashariki News paraissant à Bukavu, qui enseignait dans une université de Kigali, est arrêté. Il est accusé de ségrégation, sectarisme et atteinte à la sûreté intérieure, pour avoir publié sur Internet en 2005 un article intitulé « Alerte Rwanda », dans lequel il critiquait sévèrement le régime de Kigali. En février également, Gazazira est une nouvelle fois abusé. Il est agressé avec des barres de fer et grièvement blessé par des assaillants non identifiés, quelques jours à peine après que Umuvugizi a publié un article dénonçant le népotisme au sein du FPR. C'est un nouveau signal très clair montrant qu'il faut beaucoup de courage pour persévérer comme journaliste indépendant. Malgré les efforts de musellement, le fait est cependant que certains journaux et journalistes continuent de revendiquer l'espace qui leur revient. Si ce n'était pas le cas, l'appareil répressif ne ressentirait pas le besoin de sévir. Par ailleurs, tout comme sous le régime précédent dans sa phase dictatoriale, c'est-à-dire jusqu'en 1991, un certain degré de critique envers l'action gouvernementale est toléré, et même exercé par la presse proche du pouvoir. The New Times en est un bon exemple, à condition de ne pas toucher à des sujets tabous. Certains médias, peut-être parce que bien connectés, à diffusion limitée ou paraissant en français, parviennent même à aller assez loin dans le contexte contraignant que je viens de décrire. Si je me suis arrêté ici à la situation de la presse, cela ne veut pas dire que les droits humains se portent mieux dans d'autres domaines. Signalons, sans entrer dans les détails, le sort des défenseurs des droits de la personne, de certains groupes religieux, des enfants des rues et tant des rescapés que des suspects du génocide. J'ai déjà indiqué plus haut que ce dernier phénomène de violence décentralisée est très préoccupant. Les assassinats et exécutions extrajudiciaires, qui semblent être intimement liés à l'extension au niveau national des procédures Gakaka depuis la mi-2006, expriment des tensions importantes au niveau local et risquent de mettre en péril encore davantage les relations entre les groupes ethniques. 5. Conclusion. Cette chronique n'a évoqué qu'un nombre limité d'événements ayant trait à la vie politique du Rwanda, entre 2005 et 2007. Ainsi, il n'a pas été question du contexte géopolitique régional. Pourtant, même si son implication est moins visible depuis quelques années, le Rwanda continue à peser lourdement sur la situation au Congo, pays qui doit tenter après la sortie de la transition de reconstruire un État sur les décombres laissés par Mobutu d'abord et Laurent Kabila ensuite. Cette tâche n'est pas facilitée par le régime de Kigali,
qui peine à se dégager de l'Est de son grand voisin qu'il a satellisé depuis 1996 pour des raisons sécuritaires d'abord, économiques ensuite. La présence résiduaire de l'armée rwandaise en rez-de-chaussée observée par un panel de l'ONU il y a déjà plusieurs années continue. En mars 2007 encore, des combattants rwandais arrêtés par la MONUC expliquent qu'ils avaient été recrutés il y a 2 mois dans différentes préfectures rwandaises. Des dizaines de démobilisés rwandais s'infiltrent en rez-de-chaussée par le poste frontière de Runyoni près de Goma. Le Rwanda poursuit son appui clandestin au général rebelle Laurent Nkunda. Plus généralement, les rapports entre le Rwanda et ses voisins demeurent empreints de méfiance, et malgré son adhésion à la communauté est-africaine et la relance, encouragée par la communauté internationale, et la Belgique en particulier, de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPGL, le Rwanda risque l'isolement, vu qu'il est perçu comme une menace et comme un facteur potentiel d'instabilité régionale. À l'intérieur, alors qu'on a pu critiquer à juste titre la logique de la démocratie démographique pratiquée par les 2 républiques précédentes, celle implicite dans le discours et la gestion du FPR n'est pas différente. Puisque le FPR craint que la majorité Hutu puisse voter dans la logique de la démocratie démographique, il réserve l'essentiel du pouvoir à une élite de la minorité ethnique. L'unique façon pour lui de le faire réside dans la fermeture de plus en plus nette de tout espace politique, et dès lors dans le rétrécissement de sa base politique et l'exclusion de ceux, y compris les Tutsis, s'opposant à ce projet. Anvers, juin 2007. Génocide, Memory and Ethnic Reconciliation in Rwanda, 77. By René Le Marchand. Résumé. Alors qu'en France, l'idée du devoir de mémoire est omniprésente et que le législateur combat activement le négationnisme, il est beaucoup moins clair de quoi exactement il faut se souvenir. C'est particulièrement le cas dans le contexte rwandais, où une importante batterie de textes constitutionnels et légaux interdit une interprétation des faits qui serait différente de la version officielle du génocide. En fin de compte, ces restrictions aboutissent à l'assassinat de la mémoire Hutu. Il n'est pas certain en effet que l'histoire officielle prônée par le régime corresponde à la vérité, au sujet de questions aussi diverses que les responsabilités, le nombre et l'identité ethnique des auteurs des crimes et de leurs victimes. De nombreuses zones grises subsistent. Les mesures, notamment d'ordre pénal, prises par le régime rwandais rendent toute recherche historique sérieuse impossible, parce que punissable, et elles prennent en otage la mémoire des Hutus. L'imposition d'une mémoire officielle, purgée des références ethniques, n'est qu'un moyen commode de masquer la triste réalité de la discrimination ethnique. En plus, elle institutionnalise un mode de contrôle de la pensée qui est profondément contraire à toute forme de dialogue interethnique menant au respect et au pardon. The title of my presentation reflects my lifelong interest in the history of the Great Lakes region of Central Africa, most notably Rwanda, the site of the biggest bloodbath of the second half of the last century. This said, part of my fascination with the theme of memory has much to do with my French background. The French are obsessed with issue of memory. Le devoir de mémoire, the duty to remember, is a phrase that comes up time and again in the media and scholarly writings on subjects ranging from the Algerian War to the Holocaust, the Armenian genocide and the role of the Vichy government in sending some 70,000 Jews to their grave. Oddly, however, remarkably little attention is paid to what, exactly, needs to be remembered, and whether state officials have any business in telling the French what to remember and what to forget. 1. The TYRANNY of Memorial Laws. France's record in legislating about the past is unique. No other country as far as I am aware has passed many laws, often referred to as loi mémorielle, regulating the country's collective memory. From the Gesso Law of July 1990, which makes the denial of the extermination of Jews a criminal offense, to that of October 2006, which promise a 1-year prison term for anyone questioning the appropriateness of the term genocide to describe the mass killings of Armenians, not to mention the law of February 2005 which enjoined teachers to recognize in particular the positive role of the French presence overseas, notably in North Africa. No other state has been a consist in brandishing the threat of legal sanction against deniers, with the exception of Rwanda, of which more in a moment.
For those of us who on ethical or constitutional grounds would question this broad sweep of legal sanction, it is important to remind ourselves of Francis depressing Irish harvest of deniers. From Robert Forisson to Serge Thion and Paul Racinier, the assassin of memory, to use Pierre Vidal-Naquet's phrase, have engaged in a revisionist enterprise synonymous with the most outrageous form of intellectual dishonesty. Whether this sorry state of affairs is reason enough to deny the denier the right to deny, where profound disagreement have emerged among French intellectuals. For Henri Rousseau, denial of the Holocaust is not simply an interpretation of history, it is a major ingredient of antisemitism since 1945, and therefore cannot be treated on the same plan as the legislation concerning the proper way to teach the history of colonization. From that perspective, the Guesso law must be seen for what it really is, a tool to combat antisemitism. Pierre Nora's dissenting voice is no less convincing. It is not the role of the legislator, right, to encourage a compartmentalization of history, nor is it to arbitrate the competing deaths of victims. Why not pass laws on the massacre of the Albigeois, the horrors of the wars of religion or the terror? This is an endless process because history is paved with crime against humanity. Commentant en jeu aggressive tendency of certain defenders of memory, goes on to lament the fact that they impose a tyrannical, sometimes terrorist, memory, vis-à-vis the scientific community. We must prevent the custodian of this or that memory to take hostage historical research. Nora's words carry a powerful resonance for historians of Rwanda. The sheer extensiveness of the legal and constitutional limitation placed on the broadly defined concept of denial rules out an erroneous interpretation of the fact that might deviate from the official version of the genocide. Ultimately, what such restriction imply, to paraphrase Vidal-Naquet, is the assassination of Hutu memory. 2. The ambivalence of guilt. Before going any further, let me be clear at where I come from. To begin with, let there be no misunderstanding about the reality of genocide. Measured by the scale and speed of the slaughter, the intentional elimination of the targeted group, the unspeakable atrocities visited upon the victims, there cannot be the slightest doubt that the extermination of an estimated 800,000 Tutsi qualifie as genocide. Where doubt arises is about the onus of responsibility. For all the vehement disclaimer heard in Kigali, on the strength of the evidence now available, I believe that a large share of responsibility lies with the Tutsi-dominated Rwanda Patriotic Front, RPF. To put it succinctly, there would have been no genocide without the killing machine put in place by the Habyarimana government, i.e., the incitation to murder by the media, the recruiting of Interahamwe, the mobilization of the communal authorities behind the killers, the participation of the Presidential Guard and the Army. This said, there would have been no genocide either without the October 1990 invasion by the RPF, the wanton murders and acts of torture committed by Kagame's men during the Civil War, and the shooting down of Habyarimana's plan on April 6, 1994, all of which were major contributory factors to the genocide. A close reading of the book-length narrative of Lt. Abdul Ruzibiza, a defector from the Rwandan army now living in Norway, makes painfully clear the frequency and extent of the human rights abuse committed by the RPF. The author's meticulous reporting of the military operations leading to the crash of the presidential plan, the precipitating factor behind the killings, demonstrates beyond all reasonable doubt the responsibility of Paul Kagame in creating the condition of a total genocide. Space limitation preclude a more detailed inquest into the series of events chronicled by Ruzibiza. Nonetheless, a few additional comments are in order, all of which are in contradiction with the official position of the Rwandan authorities. For one thing, it is now becoming increasingly clear that the RPF determination to capture power in the capital city as quickly as possible, irrespective of the cost in terms of human life, has meant the death of thousands of Tutsi by default as it were. Furthermore, contrary to the figure of some 3 million perpetrators sometime advanced by Rwandan officials, the equivalent of almost half of the Hutu population,
Recent research by Scott Strauss shows that no more than between 7 and 8% of the adult Hutu population effectively took part in the killings. Nonetheless, to this day most Rwandan officials tend to assign the status of perpetrators to the majority of the Hutu population, and that of victims to the Tutsi, thus ignoring the considerable number of Hutu killed by other Hutu during the genocide. In the words of the 2006 report of the Rwandan Senate, quoting from the Act 0896. The victim is every person killed during the period of 1-10-1990 to 31-12-1994 because she is Tutsi or look like one, has family relationships with Tutsi, a friend of a Tutsi or has close relationships with a Tutsi, has political thinking or is related to people with political thinking opposed to that of the ideology of divisive politics before 1994. This is consistent with the argument set forth by Ronnie Broman, Stephen Smith and Claudine Vidal that the logic of ethnicity, la logique ethniciste, is alive and well in the official message relentlessly repeated at the highest levels of the government. Every Hutu is suspect since his ethnic community is responsible for the genocide. Again by the same logic, only the Tutsi qualify as victims. Finally, it is well to remember that the crimes committed by the RPF are not limited to Rwanda. As documented by a variety of sources, tens of thousands of Hutu civilians, a conservative estimate, were killed by units of the Rwandan army in eastern Congo in the wake of the destruction of refugee camps in October and November 1996. All of which adds up to a number of grey zones that cry out for systematic investigation 90 in contemporary Rwanda. However, setting the record straight is a dangerous activity, liable to bring a severe punishment to anyone foolhardy enough to challenge the Constitution on issues relating to the revisionism, denial and trivialization, banalisation of the genocide. 3. Legal sanctions relative to DIVISIONISM and denial. Whereas Article 13 of the Rwandan Constitution deals explicitly with revisionism, denial and trivialization of the genocide, all punishable by the law, Article 33 condemns all forms of divisionism. To quote, propagation of ethnic, regional, racial discrimination or any other form of division is punishable by law. Discrimination and sectarianism, both implying divisionism, are criminal offenses. Exactly how the freedom of thought and opinion, guaranteed by the same article, is to be reconciled with the prohibition of discrimination, as defined by the law, remain unclear. The penalties for violating such constitutional provision are enshrined in the law of December 18, 2001, instituting punishment for offense of discrimination and sectarianism. Article 1 définit discrimination à any speech, writing, or action based on ethnicity, region or country of origin, the color of the skin, physical features, sex, language, religion or ideas aimed at depriving a person or group of persons of their rights as provided by Rwandan law and by international convention to which Rwanda is a party. Sectarianism means the use of any speech, written statement or action that divide people, that is likely to spark conflict among people, or that cause an uprising which might degenerate into strife among people based on discrimination mentioned in Article 1. Article 5 state: any person guilty of the crime of discrimination or sectarianism is sentenced to between 3 months and 2 years imprisonment and fined between 50,000 and 300,000 Rwandan francs or only one of these sanctions. If, however, the offender happens to be a government official, former official, a political party official, an official in the private sector or an official in a non-governmental organization, she is sentenced to between 1 year and 5 years of imprisonment and fined between 500,000 to 2,000,000 francs or one of those two sanctions. Article 6 apply to any association, political party, or non-profit making organization found guilty of offense of discrimination, in which case penalties arrest to a fine of between 5 and 10 million Rwandan francs and a suspension of between 6 months and a year. However, depending on the seriousness of the consequence of that act of discrimination on the population,
The court may double the penalty or decide to dissolve the concerned association, political party or non-profit making organizations. Articles 7, 8 and 9 specify the penalties applying to any person who masterminds or help mastermind a plan to discriminate, who use pictures or images or any symbols over radio airwaves and television, with the aim of discriminating people, ou through education so discrimination or sectarianism. Article 10 stipulates the death penalty or life imprisonment for anyone who kills, plot to kill or attempt to kill another person because of discrimination or sectarianism. As indicated by Article 15, the penalties are retroactive. The crime of discrimination and that of sectarianism are not time-bound. There is no little irony in the fact that under Article 10 and 15 a number of high-ranking Tutsi government officials, including Kagame himself, could legitimately be brought to justice and penalized in accordance with their own laws. It requires no great feat of imagination to realize that the essential purpose of this all-encompassing definition of what constitutes divisionism, a criminal offense is precisely the opposite, i.e., to give the Tutsi-dominated state a free hand to punish Hutu opponents. So vague and all-embracing is the language of the law to give the court extraordinary latitude to indict suspect on the flimsiest grounds. Another relevant piece of legislation, which some would consider the principal legal source to combat denial, is the law of September 6, 2003, aimed at repressing the crime of genocide, crime against humanity and war crime. Article 4 of this law reads, shall be punished of a 10 to 20 year prison term anyone who has publicly manifested, by his or words, written statement, image or any other way that he has denied the genocide, has grossly minimized it, tried to justify it or approved its motivation, fondement, or anyone who has concealed or destroyed the evidence thereof. The most recent example of the application of this law is the case of the Abbé Jean-Marie Vianney, head of the Kadoua Parish, sentenced to 12 years in jail on October 6, 2006, for having downplayed the genocide. Again, in June 2006, Faustin Twagiramungu, former Prime Minister in the post-genocide government and unsuccessful candidate to the presidency in 2004, was summoned before the Nyarugenge High Court to answer charge of negation, denial and justification of the 1994 genocide. Beyond this wide-ranging repressive legislation loom Kagame's determination to ban all reference to ethnic identities. Accordingly, in today's Rwanda there are no Hutu or Tutsi or Twa, only Banyarwanda. The official rationale behind this prohibition is disarmingly straightforward and profoundly misleading. Given that the genocide was the result of ethnic division, doing away with such division is the best guarantee of peace. One wonders, however, whether the result might not be the precise opposite of what was intended. One thing at any rate is clear, under the present circumstances any attempt to re-examine the roots of the genocide becomes extremely problematic. Not only does it run counter to the taboo on revisionism, denial and trivialization. Doing so offers ample grounds for indictment on grounds of divisionism, discrimination or sectarianism, or all of the above. 4. The HIJACKING of Hutu memory. The experience of others has taught us that nations that do not deal with their past are haunted by it for generations. Nelson Mandela's warning finds an echo in Valéry Rozouksi's observation on the work of memory, a central aspect of post-conflict strategies. The question rests in the aftermath of conflict is not only, how are we going to handle the future, but how are we going to handle the past? She notes 3 possible options. One can either emphasize the memory of past conflict, conceal it, or, taking a leaf from Paul Ricoeur, engage in the work of memory, le travail de mémoire. 94. The attitude of Rwandan officials is perhaps best described as a combination of the first two, but with the first looming decidedly larger. There is, on the one hand, a conscious effort, unconvincing though it is, to obliterate the past by erasing ethnic identities, while at the same time leaving no doubt that the role of perpetrators and victims are assigned respectively to Hutu and Tutsi and are by no means interchangeable. In addition to what was said earlier about the ethnic definition of victim, consider the point made by Claudine Vidal in her discussion of the annual commemoration of the genocide.
The commemoration, she writes, explicitly denies the status of victims to those Hutu who, even though they did not kill, were massacred so as to create a climate of terror. How can one speak of reconciliation when the exposure of skeleton has its only purpose to remind the Tutsis that their own people were killed by Hutu? This is tantamount to keeping the latte in a permanent position of culpability. At another level, concealing one's feeling about past conflict is sometimes seen as a rational choice option. Such is the price Rwandans have to pay in order to live in peace with each other. This is the crux of the argument set forth by Susan Buckley-Zistel in her article titled Remembering to Forget, Chosen Amnesia as Strategy for Local Coexistence in Post-Genocide Rwanda. Since the memory of the genocide is not a unifying factor, a disagreement prevails over the clear demarcation of victim and perpetrator. The reluctance of a respondent to remember their tragic past can best be seen as chosen amnesia. The cumulative pressure of government coercion, fear of the other, pragmatism combine to make amnesia the preferred option. Pretending peace, she concludes, is a common and widely accepted practice in Rwanda. Missing from the argument, however, is a critical discussion of whether amnesia in this case is chosen or imposed, or in Ricker's terms, whether behind this chosen amnesia does not lie something more fundamental, i.e. a thwarted memory. One is indeed impelled to wonder whether the phrase chosen amnesia is appropriate to describe a context in which the Hutu mass have no other choice if they want to survive but to keep their thoughts and frustration to themselves. A Peter Novick reminds us, people often think of choice as implying free choice, but the sort of choices we're speaking of are shaped and constrained by circumstances. The issue at bottom is whether the exclusion of Hutu memory for the sake of a spuriously unifying official memory can bring the people of Rwanda any closer to national reconciliation, or, at the very least, peaceful cohabitation. 100. 5. The work of memory. What then of the work of memory? The exercise, which consists in giving proper recognition to the plurality of perception of the past, is complicated by the very nature of collective memory. As many have noted since Halbwachs first coined the expression, collective memory is not synonymous. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.